elles sont victimes et encore on leur demande l'effort d'aller prouver par A plus B que, ce qu'elles disent est bien vrai, ce que l'enfant, a subi est bien vrai. Pour beaucoup de personnes, ce n'est pas compréhensible ni audible d'entendre qu'il faut d'abord passer par telle étape avant qu'il y ait une protection qui soit peut-être accordée. La présomption d'innocence Ouais. prévaut sur la Alors, nécessité de protection? c'est une question joker parce que c'est très difficile. On utilise, comme, excuse ou comme, position de dire: «Mais il y a ça, mais il y a peut-être une instrumentalisation derrière» et ça, pour des victimes, c'est hyper destructeur. Bonjour Pascal Ponsin, merci beaucoup de me recevoir dans vos locaux. C'est vraiment un plaisir de pouvoir m'entretenir avec vous, hein, sur, cette difficile question de l'inceste, des violences faites, aux enfants. Vous êtes avocate au barreau de Bruxelles, mais vous êtes aussi coordinatrice du projet Lawyers Victims Assistance, Mmh. un projet qui est très important. Je voudrais peut-être Ouais. qu'on commence par parler de ça. Qu'est-ce que c'est que ce projet? Alors, ben, c'est un projet qui existe déjà, depuis presque 3 ans maintenant, qui a été mis en place, à l'initiative d'avocats qui étaient très engagés. Donc il y avait Maître Poiré, Maître Monville, Maître de Nanteuil et qui, permet d'avoir un avocat qui est spécialisé en violence et ces avocats ont été formés ou en tout cas doivent, suivre des formations continues dans cette matière-là pour pouvoir avoir les bons réflexes quand on accueille une personne qui est dans ce type de situation. Hem, je vais dire qu'une victime, c'est pas un client lambda, donc on doit vraiment faire attention, non seulement évidemment au côté juridique de ce qui est apporté, mais aussi à tout le trauma qui peut entourer une situation et nous, en tant que professionnels, on ne doit pas raviver et remettre encore une couche en plus, heu, par une victimisation secondaire si, voilà, on pose certaines questions, on fait certaines remarques, ou on précipite certaines procédures alors que, par exemple, une victime ne serait pas prête. Donc on doit vraiment s'adapter aux besoins de la victime et ce projet s'inscrit vraiment là-dedans et moi je l'avoue, tout de suite, hein, je veux dire les conclusions que je faisais il y a 10 ans, c'est pas les conclusions que je, rédige maintenant dans ces matières-là Ouais. et donc on a introduit toutes sortes de concepts. On a introduit, un exemple, bateau, je vais dire, c'est par exemple reprendre la convention d'Istanbul qui était très, très peu utilisée jusqu'à, je vais dire, 2 ans. On n'entendait jamais parler de la convention d'Istanbul. Pourtant, elle a été ratifiée depuis de nombreuses années en Belgique et donc tout ça, on amène maintenant, devant les tribunaux et c'est aux tribunaux à se positionner par rapport à ces éléments-là. Alors, on a maintenant heureusement la chance ici à Bruxelles d'avoir, plusieurs arrêts de la cour d'appel de Bruxelles qui suit la mouvance de la cour d'appel de Mons, qui a, introduit vraiment Le contrôle voilà, coercitif le et contrôle coercitif, qui a repris les notions qui sont notées dans la loi Stop Féminicide, qui a vraiment fait des développements très, minutieux, je dois dire et c'est vraiment de la dentelle les arrêts, qui sont prononcés, dans ces matières-là et qui se sont inspirés, elles enfin donc les 2 magistrates en question se sont inspirées, d'une jurisprudence française en la matière, de la cour d'appel de Poitiers. C'est notre boulot d'avocat d'aller chercher ces informations et de, vraiment, susciter un réel débat judiciaire. il y a 2 mots vraiment importants, hein, dans ce que vous venez de dire que je vais Mmh. retenir, c'est la formation, Mmh. l'importance de pouvoir être formé à Absolument. une situation spécifique Ouais. et alors cette distinction entre conflit parental et violence Oui, qui peut se mettre au cœur de la famille. tout à fait. Est-ce que, cette formation du coup ne devrait pas s'étendre aux juges et magistrats également qui Oui. siègent dans ces tribunaux et qui prennent les décisions finales? Les magistrats ont une obligation de formation dans les matières de violence. Alors, je vous avoue que je n'ai pas, le nombre d'heures, qu'ils sont censés suivre, ni ce qui est donné comme matière, mais je sais que notre programme de formation est en partie inspiré du programme de formation des magistrats. C'est une bonne base, mais il manque peut-être encore ça et ça et ça comme module, pour que ce soit tout à fait transversal. Le Lawyers Victims Assistance qui existe donc depuis maintenant, plus de 3 ans, il a été Mmh. piloté à Bruxelles, Oui. mais depuis le début de cette année 2026, il est accessible à toute personne en Belgique qui est Mmh mh. donc victime de violences intrafamiliales Mmh. ou en tout cas proche
un parent, par exemple, par rapport à un enfant? Mais même dès le départ, en réalité, nous, on n'a jamais fermé les portes à des victimes qui appellent la permanence et qui, nous diraient: «Voilà, je viens d'Arlon et j'ai besoin d'un conseil, donné par un avocat de la permanence». On n'a jamais fait ça. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des spécificités locales et que ce serait vraiment génial que les autres barreaux puissent reproduire alors peut-être pas exactement le même projet, mais en tout cas l'idée, de développer les formations et avoir cette permanence chez eux. Par contre, c'est un très, très gros travail, c'est le travail de communication. On s'est rendu compte au tout début, de la mise en place du projet que, l'idée était très bonne, mais personne nous connaissait. Ah bah, non, non, moi je vous avoue, j'ai découvert le Voilà. projet ici dans mes recherches pour cette Oui, série et je voilà. suis tombée sur cette, voilà, cette, Oui, 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 oui. alors j'étais pas du tout au courant qu'il Ouais. existait cette possibilité pour ces victimes d'avoir Oui, une c'est ça. assistance immédiate Mmh. avec un avocat Oui, spécialisé c'est là-dedans. ça Donc et le projet est renforcé et la permanence, en tout cas, est renforcée par l'idée que l'avocat, il doit réagir en contactant lui-même la victime dans les 48 heures. Ce qui n'a jamais été fait auparavant parce que c'est à la personne normalement à contacter l'avocat, à prendre rendez-vous, mmh. ceci, cela. Là, il y a vraiment une proactivité. Je mettrai évidemment les coordonnées, hein, de ce Lawyers Mmh. Victims Assistance avec toutes les informations utiles pour Mmh. pouvoir le Merci. contacter. Ouais. J'aimerais bien savoir et comprendre peut-être un peu mieux quel est finalement le cadre législatif aujourd'hui? Quelles sont les lois qui Mmh. permettent à une institution, à une famille de protéger ses enfants dans le cadre de violences intrafamiliales Oui. et précisément d'inceste? Bah, en fait, il y a plusieurs catégories, je veux dire de législation qui se superposent. Alors c'est vrai que dans l'ordre de la hiérarchie, du droit, enfin des règles de droit, c'est d'abord normalement les règles internationales qui devraient être respectées et puis après on a, les règles en interne. Mais, enfin je le constate moi, peut-être que d'autres confrères me diront le contraire, mais je vois que c'est pas suffisamment invoqué ou en tout cas que dans les motivations qu'on reçoit, ces dispositions donc et là je pense surtout à la CEDH, hein, donc la Convention européenne, des Les droits droits de de l'homme? l'homme. Il y a pas suffisamment de mobilisation des articles qui concernent, cette problématique et donc c'est notamment, de mémoire donc l'article 3 qui donc permet, à un enfant d'être protégé de des violences, hein, psychiques, physiques, sexuelles, donc vraiment le droit à l'intégrité sexuelle Oui, mais à et quel moment voilà, mais finalement? C'est alors qu'est-ce qu'une parce qu'on peut oui, se dire: «On va attendre que la personne soit condamnée avant de la protéger d'eux». oui. À quel moment on protège cet enfant? Alors, je comprends tout à fait votre question, et c'est une problématique récurrente, notamment au tribunal de la famille. Alors, s'il y a pas de plainte, c'est difficile, d'arriver avec un dossier où on a des accusations pour des faits très graves et il y a pas un suivi pénal. Même si la personne n'a pas envie d'aller introduire une procédure qui peut être très, très, très lourde. Mais du côté de la famille, voilà, le juge va faire attention, se dire: «Bon, il y a des problèmes ici, mais il y a pas un suivi pénal. Où se situe la vérité en réalité?» Donc il y a toujours la présomption d'innocence qui reste quand même comme principe fondateur et fondamental par rapport à des affirmations qui sont faites. Le juge va quand même analyser ces éléments, on dit in concreto, mais donc vraiment dans le concret, en fonction du dossier que vous avez, parce que c'est sûr que si vous arrivez juste avec des affirmations, c'est compliqué. Je veux dire que le magistrat, il doit aussi pouvoir se positionner sur base de ce qu'on lui amène et c'est à vous de prouver. Et donc ça reste aussi difficile parce que, dans beaucoup de cas, hem on sait qu'il s'est passé quelque chose, mais on n'arrive pas justement à À prouver. prouver vraiment noir sur blanc qu'il y a eu un passage à l'acte ou qu'il y a eu un abus ou qu'il y a eu des gestes incestuels et cetera. Donc c'est vrai que ça peut être très compliqué pour se positionner en tant que magistrat parce que, bah, forcément, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Pour les personnes qui sont dans cette situation, c'est souvent une incompréhension parce que, elles sont victimes et encore on leur demande l'effort d'aller prouver par A plus B que, ce qu'elles disent est bien vrai, ce que l'enfant, a subi est bien vrai. Donc c'est vraiment éminemment compliqué, que ce soit juridiquement, que ce soit aussi psychologiquement parce que c'est une épreuve étant donné que la plupart
des personnes qui arrivent en justice ont une image, très forte justement de l'institution, Confiance. de confiance en l'institution judiciaire et puis cette image est mise à mal, par tout, je dirais bon, il y a un cérémonial qui est quand même assez lourd, qui est à respecter, mais aussi évidemment les procédures et pour beaucoup de personnes, ce n'est pas compréhensible ni audible d'entendre qu'il faut d'abord passer par telle, telle, telle étape avant qu'il y ait une protection qui soit peut-être accordée. Ouais, bah, ouais. Et donc, ça complexifie beaucoup, les situations parce que d'un côté, vous avez une victime qui dit: «Moi, je veux qu'on applique le principe de précaution. Il s'est passé tel et tel et tel événement. Il y a un véritable danger pour mon enfant ou pour moi-même suivant la situation. S'il vous plaît, soit suspendez l'hébergement chez l'autre parent, soit protégez-moi». C'est ça que la Ouais, personne dit et ce n'est pas toujours ce que la personne reçoit en retour. la présomption d'innocence Ouais. prévaut sur la Alors, nécessité de protection? c'est une question joker parce que c'est très difficile. Heu, Étant donné que c'est vraiment au cas par cas que le juge va analyser les dossiers. Donc suivant le dossier, il va se dire: «Ben, tiens ici, est-ce que j'ai suffisamment d'éléments qui me feront craindre que si je n'applique pas le principe de précaution, il y aura des conséquences sur l'enfant?» Mmh. Donc, à chaque fois, le juge est censé se poser cette question, et quand il y a une plainte pénale, heu en soi, il y a encore un avis en plus du procureur du roi qui peut être présent à l'audience et dire: «Eh bien, il y a eu une plainte qui a été déposée et dans cette plainte, il y a eu ceci, ceci, cela. Par exemple, l'enfant a été auditionné, l'enfant a pu dire des choses graves ou au contraire, il m'est arrivé dans certains dossiers, où le procureur du roi a dit: «Mais non, il y a rien du tout dans cette audition et de telle et telle analyse», par exemple par une criminologue ou qui a fait des compléments, par exemple pour les analyses de crédibilité. Il y avait pas de correspondance et donc pour le procureur du roi, il y avait pas d'éléments à charge de la personne, contre qui il y avait des affirmations négatives, quoi. Vous venez de soulever un élément important. Il y Mmh. a une criminologue qui analyse une audition, ce qui est pas toujours le cas. Donc ça veut Non, dire pas toujours. qu'un avis peut être parfois même presque psychologique. On va catégoriser une situation dans un sans avoir finalement Je l'expertise suis d'un d'accord. criminologue ou Oui. d'un psychologue autour. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai qu'il peut y avoir dans certains dossiers, presque des a priori, j'ai envie de dire. Je me mets aussi des gants quand je le dis parce que c'est pas tout le temps le cas, mais ça arrive qu'on utilise, comme, excuse ou comme, position de dire: «Mais il y a ça, mais il y a peut-être une instrumentalisation derrière». Et ça, pour des victimes, c'est hyper destructeur parce que non seulement on met en cause leurs paroles, mais elles connaissent les risques, elles connaissent leur auteur par cœur, enfin l'agresseur plutôt, le par cœur et donc elles savent que dès que ce mot-là est prononcé, ça donne une toute puissance phénoménale à l'agresseur, même si malheureusement il n'y a pas de preuves, je vais dire techniques ou juridiques au dossier. Et donc ça peut être extrêmement difficile et je pense notamment aux violences psychologiques, aussi aux violences sexuelles, hein, qui sont malheureusement pas toujours démontrables. Ça, c'est très compliqué parfois dans certains dossiers. Mais en tout cas, c'est un coup dur. Quand je sors d'audience où ce mot a été prononcé, c'est vraiment difficile pour ramener la personne qui reste, vraiment bloquée sur ça. Et ce qui est aussi très difficile, c'est les rapports dans lesquels, il est indiqué que le professionnel qui a analysé la situation ne peut pas confirmer ou infirmer par exemple l'inceste, par exemple le geste, Ouais. déplacé ou l'abus sexuel. Et donc c'est de nouveau pas audible pour celui qui a vécu la situation et il y a une sorte d'incompréhension parce que, bah, au pénal, le doute profite au prévenu, mais au civil, c'est difficile aussi pour le magistrat de se positionner puisqu'on ne sait pas. Est-ce que c'est pas moins grave que de remettre un enfant
en ne sachant pas s'il y a et où au final le trauma sur un enfant, lui, sera Oui, irréversible. oui. Alors, le juge, pèse ça, hein, donc vraiment, c'est l'intérêt de l'enfant qui doit prévaloir avant l'intérêt de l'adulte. Bon, alors certains magistrats invoquent le droit à la famille au-dessus même parfois, hein, je veux dire et Ouais. donc au-dessus même du principe de précaution, donc ça parfois c'est difficile parce qu'on est dans des situations où, on a des violences qui sont avérées, mais quand même on va dire si on rompt le lien, ça va être pire pour l'enfant. Alors que nous, on plaide le contraire en disant: «Mais pourquoi maintenir le lien alors qu'on sait que l'enfant est soit, a soit été violenté, soit été témoin de violence et donc est tout aussi victime?» parce que ça aussi, pendant très longtemps, on a considéré qu'un enfant qui n'avait pas reçu des coups, mais qui était en présence de du père qui a vu frapper, la maman, pour ne citer qu'un exemple, hem, n'était pas une victime. Alors qu'on sait aujourd'hui tous les traumatismes que cela engendre d'avoir été témoin, de s'être caché sous son oreiller pour se boucher les oreilles et pas entendre les cris qui sont, poussés par, les parents qui se disputent et cetera. Donc c'est voilà, il y a beaucoup de choses, je pense, qui quand même ont été théorisées aujourd'hui qui ne l'étaient pas il y a 10 ans, ou moins en tout cas, moins connues et en Belgique, certainement parce que, on a encore des grosses différences. Par exemple, la façon d'aborder les choses entre le Québec et la Belgique. Le Mmh mh. Québec est très avancé sur certains points où la Belgique s'est inspirée justement, de certaines lois, québécoises, certains, dispositifs québécois qui avaient été mis en place et donc ça permet d'avoir cette transition ici après en Belgique pour aider les victimes. Mais voilà et vous avez dit aussi, à un moment, voilà et la France, il y a ça aussi en France, hein et ou l'Espagne aussi a changé beaucoup son système législatif en matière de violence. Donc on voit qu'il y a une prise de conscience, là où avant il y avait une omerta complète sur la situation. Donc comme tout changement, il faut d'abord évidemment planter les petites graines et puis voilà, ça pousse et ça fait des petites plantes partout, j'espère. Vous l'avez évoqué, hein, ce maintien du lien qui est un Oui. principe vraiment très protégé en Belgique, surtout enfin, depuis quelques années où on a décidé, Mmh entre autres, mh. que la garde égalitaire était le mode Oui. le plus équilibré pour un enfant, peu importe le passif, Mmh mh. du couple. On Mmh. entend quand même encore aujourd'hui, dire: «Bah, voilà, un père violent n'est pas un mari violent n'est pas un mauvais père» et maintenir le lien avec l'enfant est primordial, même si cet enfant dénonce Oui. un agresseur. Oui. Je vois en France, à la commission en cours sur, les dysfonctionnements institutionnels, beaucoup posent cette question. Oui. Qui d'entre nous accepterait de retourner dans une pièce même, hein, en Oui. cas de visite Oui. médiatisée avec un agresseur? Oui. Je vous ai suivi un peu sur LinkedIn. J'ai vu que vous aviez publié un article sur cette, maison, la clinique du Oui, lien tout à à fait. Marchand-Famenne. Mmh mh. C'est vraiment une initiative qui est très intéressante. Entre autres, il y a une distinction dans le maintien du lien. Oui, Le lien, c'est pas nécessairement le contact. exactement et moi je plaide vraiment pour qu'il y ait une transformation des espaces rencontres sur le système de la clinique du lien. Parce que, dans des situations où on sait qu'il y a de la violence ou en tout cas il y a des présomptions qu'il y a eu de la violence, comme vous le soulignez très bien, se trouver face à l'agresseur, c'est un drame. Je veux dire, c'est très, très compliqué. Il y a le fait qu'on oblige par une décision de justice à ces rencontres avec, enfin, je dirais avec l'excuse, on rompt pas le lien, il faut continuer à entretenir les contacts par ce biais-là, sans même se poser la question de savoir si ce contact physique est vraiment nécessaire. C'est d'office, clac, on met en place l'espace rencontre et puis voilà, il faut s'en contenter et l'enfant est obligé de. Alors, je constate quand même une évolution dans des mais ça, c'est les mentalités aussi, hein. Les enfants, maintenant, ont aussi quand même plus facile à parler, en tout cas certains et j'ai dans certains dossiers des enfants qui écrivent eux-mêmes un courrier à l'espace rencontre pour dire: «Moi, c'est hors question que, j'aille voir, mon autre parent, pour tel motif». Donc ils sont très, très fermes et l'espace rencontre, et alors je le regrette, certains espaces rencontres ne produisent soit pas le courrier, soit font juste un petit rapport de carence auprès du magistrat famille qui a ordonné l'espace rencontre et on se retrouve à l'audience à dire: «Mais comment ça se fait que vous n'avez pas emmené votre enfant comme je l'avais ordonné?» et on peut avoir des astreintes
qui en plus font, encore plus, je dirais, alourdir le dossier, alors que, quelque part, voilà, c'est le parent a juste écouté le besoin de son enfant et donc ça, c'est vraiment, quelque chose que nous, adultes, on doit pouvoir arriver à faire, c'est se dire: «Voilà, jusqu'où on doit imposer de telles choses à un enfant?» alors que nous-mêmes, adultes, on nous dit: «Quand il y a des violences, surtout, tu ne te remets pas en présence de ton agresseur, fuis». Bon, c'est pas toujours possible pour diverses raisons, mais en tout cas, vis-à-vis des enfants, cette question n'est même pas, abordée, quoi et c'est vrai que, l'idée d'un père qui a été violent peut être un bon parent a été longtemps et l'est encore parfois, malheureusement, je regrette, vraiment mise en avant en disant: «Bah, oui, OK, monsieur, a été très, très, violent avec vous, mais enfin, avec les enfants, c'est un super papa». Mais non, alors c'est à partir du moment où il y a pas de respect de l'autre parent, bah, moi je suis désolée, voilà, c'est pas un modèle qu'on doit offrir aux enfants. Il y a des alternatives qui sont mises en place, dont la clinique du lien, que je trouve vraiment formidable et je souligne encore vraiment à quel point donc c'est Agathe Willum qui a initié ça avec son équipe, à Marchand-Famenne, à quel point elle a mis de l'énergie à faire cette distinction entre entretenir un lien et créer un contact parce qu'on confond aussi ça. Un lien peut être suffisant pour permettre à un enfant d'avoir toujours une identification de l'autre parent, sans pour autant avoir toute cette crainte liée à la reprise du contact et ce lien, il peut aussi évoluer en contact si c'est dans l'intérêt de l'enfant et c'est ce que, Agathe et son équipe, font, dans le sens où à chaque dispositif qui est amené où il y a des suspicions de violence, il y a une analyse pluridisciplinaire qui est faite et des critères sont élaborés pour dire: «Voilà, cette situation, seulement le lien, cette situation, OK, le contact». Parce que voilà, il y a à chaque fois des enfants qui sont au milieu et je trouve qu'on a quand même tendance à dire très vite: «Allez, espace rencontre» et ça va aider en attendant, qu'on ait des résultats d'expertise et nous, en tant qu'avocats, on est souvent placés en n'ayant pas le choix parce que le problème, c'est que, on entend souvent dans les tribunaux dire: «Mais vous n'avez rien proposé à part telle mesure. Vous proposez une suspension, mais OK, il y a même pas un espace rencontre». Bah, si on ne l'a pas mis, c'est qu'on a des raisons de ne pas le mettre. Mais ça n'est pas audible pour, en tout cas, certains magistrats. Ouais, Vous avez évoqué, hein, certains enfants qui écrivent eux-mêmes, bon, quand ils ont l'âge de pouvoir le faire évidemment, puisqu'il y a des enfants qui sont parfois très jeunes et qui n'ont pas oui, cette capacité-là. tout à fait. Quel que soit l'âge de l'enfant, j'ai quand même un peu le sentiment que la parole n'a pas de poids en fait, n'a pas de poids face, voilà, à la société, à l'idée que la société peut-être se fait de la situation, aux parents qui va probablement nier toute implication dans Bien les sûr. dénonciations et que même si dans la convention des droits de l'enfant doit être entendu et sa parole doit être prise en compte, j'ai l'impression que là, c'est encore un peu, Mmh. un mirage. On a encore beaucoup tendance à remettre en cause la parole de l'enfant, en pensant que l'enfant soit ne dit pas la vérité, soit est influencé par l'autre parent. Je parlais d'instrumentalisation, on voit beaucoup ça, hein, dans les dossiers, le fait que voilà l'enfant, heu n'est pas neutre parce que, voilà, il est resté autant de temps dans le milieu maternel ou dans le milieu paternel et donc forcément, il y a des choses qui ont été entendues, donc il répète et cetera. Moi, j'ai envie de dire, mais justement, c'est aux professionnels d'analyser bien aussi cette parole, de partir du fait que l'enfant dit la vérité et puis de voir si, avec toutes leurs analyses, moi je ne suis pas psychologue ou psychiatre et de voir si il y a une crédibilité à ce discours techniquement. Mais ce qu'on constate dans les statistiques, c'est qu'il y a très peu de fausses déclarations. Donc pourquoi partir directement du postulat que quand il y a une déclaration d'enfant, c'est forcément qu'il y a quelque chose de pas très net en dessous? Moi, je trouve que c'est vraiment regrettable, vraiment. Mais là, on en parlait avec, Johanna Smith, psychologue et en fait, Mmh. on décrypte un petit peu, c'est un déni. Oui, C'est un mécanisme de déni. C'est oui, vouloir fermer les yeux sur c'est quelque ça, chose qui n'est pas, c'est ça. acceptable et donc on va préférer une toute autre Oui, version qu'est la version réelle. Il n'empêche pas moins que les dégâts collatéraux de ce mécanisme de déni sont très importants. absolument et d'autant plus que
quand on a un parent agresseur, il sait qu'il a tout intérêt à travailler, je dirais, l'enfant pour qu'il dise certaines choses et donc on sent dans certains dossiers vraiment des enfants qui sont complètement tiraillés, complètement détruits par ça, parce que, bah, le parent, il représente quand même l'autorité. Donc aller contredire encore son parent qui, et lui dit quoi faire au dans son quotidien, lui dit si ça c'est bien, ça c'est mal et tout ça, c'est très compliqué dans la tête d'un enfant. Donc on a ces situations où l'enfant a commencé par dire des choses tout à fait vraies, mais au fur et à mesure du temps, par ses déclarations, l'agresseur l'ayant travaillé, il va modifier ses déclarations au fur et à mesure, décidément et avec la conséquence que à ce moment-là, on va remettre en doute vraiment ce qui s'est passé au départ et ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui détruit complètement le parent qui a osé parler, qui a osé introduire la procédure pour protéger son enfant. Vraiment. Parce qu'il se confronte à ça, il y a souvent de l'incompréhension, du désespoir beaucoup, parce qu'on ne comprend pas pourquoi l'enfant va retourner vers l'agresseur tout d'un coup. Et on l'a évoqué, on a un cadre international qui est quand même assez, Mmh. solide, hein, Convention des droits de l'homme, Convention des droits de l'enfant, Convention d'Istanbul. On a également la Convention de Lanzarote, vraiment spécifique en plus sur les abus sexuels. Toutes ces conventions n'existent pas ou à peu près pas dans la Mmh jurisprudence mh. en Belgique. Comment c'est possible Mmh. que, je veux dire, à la limite, l'Europe aussi, alors, à ce point, ferme les Mmh yeux mh. sur un cadre législatif qui n'est absolument pas respecté par les États membres? Mmh mh. Beh, c'est pour ça aussi que bon, il faut y arriver, mais aller devant la Cour européenne des droits de l'homme, ça implique aussi tout un schéma de procédure. Il faut avoir épuisé aussi tous les recours internes. Quand on a des personnes qui sont dans des situations aussi difficiles, c'est déjà épuisant de faire une seule procédure. Alors vous imaginez d'épuiser tous les recours internes, c'est psychiquement épuisant, mais aussi Financièrement, financièrement. Je veux dire, tout le monde n'a pas droit à l'aide juridique, et donc voilà, des personnes qui, sont peut-être juste aussi à la limite, mais qui ont tout à fait un bon dossier pour aller jusque-là, ne le font pas parce que c'est impossible à payer. Donc il y a des choses à dire par rapport à ça et je vous dis maintenant, on constate que, il y a un changement qui s'instaure au niveau de la jurisprudence. On a des décisions qui commencent à rentrer maintenant et qui appliquent ces principes, donc de la CEDH ou en tout cas de même de ce qu'on a quand même notre loi Stop Féminicide, qui a introduit des concepts vraiment, incroyables et c'est là alors il faut aussi pas penser que c'est parce que ça s'appelle Stop Féminicide que c'est spécifiquement pour un féminicide, c'est pour la oui. prévention de, mais les concepts qui s'y trouvent sont des principes qui sont vraiment très clairs par rapport au contrôle coercitif, par rapport à certaines formes de violence qu'on ne voyait pas avant ou en tout cas qu'on avait, du mal à percevoir et c'est pour ça que je parlais de théorisation. Je crois que vraiment maintenant, en tant qu'avocat, on dispose des outils qu'on n'avait pas il y a 10 ans. On peut sortir des bouquins sur le contrôle coercitif maintenant, reprendre vraiment les catégories, les tableaux, ceci, cela. Donc ça nous aide parce qu'avant, même si on faisait des affirmations sur certains points de violence, il fallait encore, voilà, qu'on ait un soutien plus scientifique. On peut être un super plaideur, mais à côté de ça, voilà, si on a en plus des études qui viennent nous renforcer, c'est encore mieux, je veux dire, ça aide au dossier. Donc après, de nouveau, c'est au magistrat à dire: «OK, je la suis» ou «Non, je la suis pas». Ce qui est aussi, je trouve, assez, difficile, c'est dans certains dossiers, la récurrence de jugements provisoires qui ne permettent pas d'aller en appel. Et vraiment dans les dossiers où il y a, des suspicions de violence, je trouve sincèrement que ça ne va pas. Il faut pouvoir laisser à la personne le choix de contester la première décision. Mmh. Voilà, alors ce n'est que mon humble avis, mais Bah, c'est des c'est pistes. voilà, ce sont des pistes et je voilà, pour avoir les conséquences après parce que voilà, avec tout le respect que j'ai pour les magistrats familles, parce que vraiment dans certains dossiers, je ne voudrais pas être à leur place et je le dis d'ailleurs, dans certains dossiers, je dis: «Bah, bonne chance pour prendre position dans ce dossier». Mais nous, après, on ramasse les pots cassés. Quand on reçoit un jugement où on sait qu'il y a des choses derrière, on a entendu
la personne pendant des heures, on l'a eu au téléphone pendant des heures et on sait ce qui se passe, on l'a dans le quotidien et quand on lit le jugement qui peut être parfois très froid, très factuel et tout ça, après il faut expliquer pourquoi le magistrat a pris cette décision, mais aussi pourquoi on ne peut pas faire appel de cette décision qui est exécutoire en plus. Mmh. Donc on doit appliquer des choses malgré nous. Enfin, pour nous, c'est très difficile, hein. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à faire, comme en Espagne du coup, créer des tribunaux qui soient spécifiquement dédiés Moi, je aux suis cas pour. de violence Ouais. intrafamiliale pour les femmes et pour les enfants d'ailleurs, hein? Oui, oui, moi je suis absolument, pour, des tribunaux qui ne divisent pas les compétences. Donc c'est-à-dire qu'ici, on a un tribunal famille, tribunal correctionnel. Heu, j'aimerais vraiment qu'il n'y ait pas de distinction donc dans les dossiers où il y a déjà des violences avérées, on va dire, entre un tribunal de la famille et un tribunal pénal. Parce que donc on a ce fameux, principe du criminel tient le civil en état, mais qui, au niveau du tribunal de la famille, il y a ça ce n'est pas toujours appliqué non plus parce que, il y a différents stades dans la procédure pénale, il y a donc ce fameux principe de précaution, oui, non, est-ce qu'on l'applique? Quand est-ce qu'on l'applique? Donc il y a vraiment beaucoup de conflits de normes en réalité et de principes et donc si au moins ces magistrats-là décloisonnent leurs compétences, se mettent ensemble pour un même dossier, je pense que ça aiderait vraiment. Ça donne un nouveau regard, un nouveau souffle à ces dossiers et ça permettrait d'avoir une continuité. Parce que si on a un juge correctionnel qui imagine tel ou tel suivi, mais que d'un autre côté, au civil, on a juste une expertise avec d'autres types de suivi. On peut avoir des injonctions complètement contraires dans les dossiers et les personnes ne savent plus à quel sein se vouer et donc ça, je crois qu'il faut vraiment s'en rendre compte que même quand on a des dossiers où les gens essayent de faire le mieux qu'ils peuvent dans pour essayer d'améliorer la situation. Imaginez qu'on a un auteur, mais qui vraiment, on se dit: «Moi, je me remets en question, hein. OK, j'ai fait des conneries, mais je veux travailler ça, je veux me remettre en question». Eh bien, s'il a été jugé en correctionnel et qu'il a tout un suivi en correctionnel, en famille, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir: «Ah, bah, la personne a été condamnée, voilà la peine et donc ça a une conséquence aussi sur l'hébergement». Comment est-ce qu'on pourrait le travailler? S'il y a déjà aussi des conditions qui sont mises au niveau pénal qui ne sont pas les mêmes qu'au Mmh. civil. Donc ça peut vraiment être en contradiction, ça peut être difficile et les personnes ne savent pas toujours comment se positionner et aussi les victimes d'ailleurs. Eh ben, on va faire un petit appel au ministre de la Justice, hein, s'il nous regarde peut-être de réfléchir à la solution. Je trouve qu'il y a un mouvement, enfin, de toute façon, je l'ai déjà dit même plusieurs fois, c'est un mouvement de société qu'on est occupé vraiment à suivre avec bien sûr, il y a toujours des écueils, ça, voilà, dans tout début de mouvement, il y a toujours des choses qui bloquent et il y a des couacs, mais je trouve plus important de souligner la prise de conscience et cette prise de conscience, parfois, ça engendre évidemment des frustrations parce que quand on a des personnes où il y a pas de prise de conscience, on se dit: «Mais voilà, ouvrez les journaux!» Et Voilà. et la prise de conscience, ça passe aussi, hein, par cette série et ces rencontres avec, Mmh. ces éclaircissements. Merci beaucoup, maître Avec Consin, grand de m'avoir, plaisir, reçue. grand plaisir, vraiment.